Ah ben moi, dans Ascendance, de toute façon, c'est un petit peu quand même l'éloge de ces gens, qu'ils soient pilotes ou mécaniciens, qui, dans leur quotidien, cultivent l'excellence, tout simplement. Ils font des exploits et il faut avoir été à leur contact et à leur côté pour s'en rendre compte. Imaginez, un pilote aujourd'hui amène les pales d'un hélicoptère à 1 mètre d'une paroi, quelle que soit l'aérologie. Ouais, c'est des orfèvres des cimes, quoi. On pourrait les comparer à des pilotes de Formule 1. AVS avec Philippe Robichon. AVS, alors à votre secours, aujourd'hui par exemple, ou à votre sommet, j'ai le choix avec mon invité qui s'appelle Pascal Sancho. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes guide de haute montagne, vous avez exercé pendant 3 décennies dans les unités d'élite du secours de montagne de la police nationale. Vous avez formé de nombreux fonctionnaires et maintenant vous êtes rangé des voitures, vous êtes devenu conférencier auteur. C'est le privilège de l'âge. Pourtant vous n'êtes pas si vieux que ça. Mais non, je suis parti un peu tôt. Ouais. C'est-à-dire, vous avez eu droit vous avez droit à une retraite à quel âge ? La retraite officielle aujourd'hui, elle est à 57 ans chez nous. Vous êtes ce que vous appelez le passager de la banquette arrière. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, si on fait référence à Ascendance, c'est un peu ma place. Derrière le pilote ou le mécanicien. Voilà, et vous publiez Ascendance aux éditions Mareuil, c'est le titre de votre 3e livre. Alors, à quoi le titre de votre livre fait-il référence ? Ascendance, je l'explique un petit peu dans l'introduction, c'est une masse d'air, donc tous ceux qui pratiquent le vol en montagne connaissent, qui vous porte un petit peu vers les sommets. Donc voilà, c'est une analogie intéressante par rapport au milieu que ces professionnels du pilotage sont amenés à pratiquer un peu dans leur quotidien. Finalement, un pilote d'hélicoptère, c'est quelqu'un qui recherche la bonne ascendance, c'est ça ? Absolument. Il va toujours rechercher à être en harmonie avec le terrain. Même si les capacités d'une machine aujourd'hui lui permettraient de prendre le raccourci, la ligne droite. En montagne, il va toujours travailler à l'économie et en utilisant au maximum le relief. Oui. C'est l'air qui vous rend plus léger, c'est ça ? C'est quoi ? Oui, c'est une portance. C'est l'air qui vous porte. Ouais. Donc plutôt que de lutter, on se laisse amener par une masse d'air plus légère que les autres et qui fait qu'on économise les capacités de la machine et on garde de la marge pour réagir s'il le faut. D'accord, donc c'est un terme technique. Absolument. Cette ascendance. Oui. Et philosophique aussi un peu. Ouais. Alors après, qu'est-ce que vous y mettez derrière ? Si c'est philosophique, qu'est-ce que vous mettez en plus de ça ? Moi, dans Ascendance, de toute façon, c'est un petit peu quand même l'éloge de ces gens, qui soient pilotes ou mécaniciens, qui, dans leur quotidien, cultivent l'excellence, tout simplement. Ils font des exploits et il faut avoir été à leur contact et à leur côté pour s'en rendre compte. Imaginez, un pilote aujourd'hui amène les pales d'un hélicoptère à 1 mètre d'une paroi, quelle que soit l'aérologie, c'est quand même des orfèvres des cimes, quoi. On pourrait les comparer à des pilotes de Formule 1. L'aérologie, c'est ? L'aérologie, c'est tout ce qui touche à la technique un petit peu de l'air. C'est une science. Voilà. Et ce que vous expliquez, parce que en fait, ceux qui nous écoutent ce matin ne se rendent pas toujours compte de la difficulté, parce qu'on voit l'hélicoptère, on dit c'est normal, il vole, mais non, c'est compliqué finalement. Ben oui, c'est le privilège du geste parfait quelque part. Vous regardez un pilote de Formule 1, vous regardez un footballeur, quand on est à très haut niveau, ça paraît toujours facile. Par contre, moi j'ai eu la chance dans mon dernier secours de tenir le manche comme cadeau de départ. Je peux vous dire que rien n'est facile et c'est vrai que le pilotage en montagne, le vol en montagne globalement, c'est ce qu'il y a de plus dur en aéronautique. Ouais. Vous parliez de Formule 1, mais c'est la Formule 1 de l'aéronautique. Oui, moi je compare si on fait la comparaison. À cette activité qui est quand même très pointue. Et ça n'a pas toujours été le cas. Alors, c'est un livre d'histoire aussi, Absolument. À sa façon, votre livre, puisque vous nous remémorez comment finalement l'hélicoptère est arrivé dans les opérations de secours. Vous avez fait de votre passion un métier, ou c'est votre métier qui est devenu une passion ? Moi, j'ai fait de ma passion un métier. Je suis tombé dedans très petit, je l'explique dans Bravo Papa, qui est mon premier livre, où je tombe en admiration devant un poster où je vois un hélicoptère avec un petit bonhomme pendu dessous. Je devais avoir 14-15 ans, et là je me dis c'est ce que je veux faire, quoi. Aux grandes dames de mes parents, puisqu'à ce moment-là, ils ont eu beaucoup de mal à me tenir sur les bancs d'école. J'avais qu'une idée, c'était devenir secouriste en montagne le plus vite possible. C'est fou ça. C'est une ACS, oui, c'est plus qu'une passion même. C'est un sens que j'ai donné à ma vie à travers cette activité, oui, comme beaucoup de mes camarades.
Mais quel sens vous donnez justement à ça? Parce que si on prend secouriste, est-ce que vous avez une idée en 30 ans du nombre de personnes que vous avez secourues? J'ai jamais compté, mais je pense que c'est plusieurs centaines, ça doit s'approcher du millier, mais bon, l'essentiel n'est pas là, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Oui, mais moi je pense que si on compte, attendez, l'essentiel n'est pas là. Si je disais un millier, je pense que je serais pas loin, mais non, j'ai jamais eu cette forme de comptabilité en tête, puisque chaque aventure pour nous est unique, et quand l'hélicoptère redécolle, à chaque fois c'est une histoire qui est nouvelle, donc la comptabilité c'était pas vraiment mon état d'esprit, mais voilà, c'est un métier comme tous les métiers de l'urgence, pour nous c'est des cadeaux de la vie, quoi. C'est être capable de ramer à contre-courant d'une société qui est assez individualiste, et nous, on a un état d'esprit qui nous fait tendre la main. C'est pour ça que je pense ça donne vraiment un sens à la vie. On se lève le matin, on n'a pas à se poser la question de quelle est notre utilité. Pour moi, c'est un cadeau qu'on me fait avant que je le fasse aux autres. C'est ça votre récompense? Ah ben oui, de toute façon, si on attendait la reconnaissance des institutions dans lesquelles on appartient, on attendrait peut-être un petit moment. Donc non, notre satisfaction, c'est d'avoir sauvé des gens, voilà, sans qui notre intervention les aurait vraiment mis dans l'embarras, voire bien plus. Ce qui vous intéressait dans ce métier, c'était de secourir des gens, de sauver des gens? C'était l'exploit technique? Qu'est-ce qui vous motivait? Alors moi, en toute objectivité, et pour être honnête, je suis arrivé, j'étais très jeune, j'avais 23 ans. Il y avait quand même l'aspect un petit peu spectaculaire du métier, être pendu sous l'hélico. Et je l'explique, je fais souvent maintenant des conférences en entreprise. Je prends souvent mon premier secours, où je découvre la phase difficile de notre métier, qui est l'humain. On arrive sur un crash d'avion avec 4 personnes décédées. Et là, je découvre un autre métier. Comme quoi, les évidences des uns, c'est jamais les évidences des autres. Moi, j'avais une vision sportive de l'activité, alors que c'est un métier profondément humain. Et au final, dans notre cheminement, c'est jamais la technicité d'un secours qui va nous peser. C'est plus ce côté humain, quand on arrive trop tard ou quand les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Et on sait jamais comment ça va se passer, de toute façon. Non, après, notre philosophie, c'est se donner à fond, donner le meilleur de nous-mêmes en équipe, chacun à son niveau. Mais c'est vrai que pour nous, à chaque fois qu'on arrive un peu tard ou que les choses évoluent dans le mauvais sens, c'est quand même à chaque fois un échec, quoi. Vous parlez d'équipe, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le monde du secourisme, c'est d'abord un métier d'équipe. Absolument, c'est une grande famille, au sens vraiment premier du terme, c'est-à-dire que la force du collectif chez nous, et c'est une quand même des certitudes que j'ai, j'en ai pas beaucoup en 30 ans, mais celle-ci est quand même rédhibitoire, c'est que seul on ne saura jamais ce qu'on sait tous ensemble, et que à un moment donné, dans des métiers comme les nôtres, j'ai eu à le prouver sur des missions très difficiles, on est capable de se dépasser, et ce qui est marrant, c'est que on le fait plus pour soi-même, mais on le fait pour les autres, pour le camarade qui a besoin de nous, ou l'équipe qui a besoin de nous. On peut pas s'autoriser à mettre un genou à terre trop longtemps. Et pourtant ça nous arrive, puisque comme tous les métiers, il n'y a pas de surhomme, on n'est pas des machines. Quelles sont les valeurs fondatrices qui animent les secouristes, d'après vous? Ouais, je pense que c'est le don de soi et la générosité. La générosité, évidemment, parce que c'est quand même beaucoup de contraintes, y compris au niveau familial. On hypothèque souvent un peu une partie de notre vie privée. On est quand même souvent sur le terrain, on est souvent en entraînement. Et le don de soi, c'est quelque chose dont on parle peu ou à demi-mot, mais il faut quand même savoir que moi, je fais un métier, c'est certainement le plus dangereux de la police nationale, avec le plus de décès en service. Moi, personnellement, j'ai perdu 6 camarades en 30 ans, sur un groupe de 38. C'est beaucoup. Donc, quand on fait du secours en montagne, ça pourrait être la même chose au RAID, à la BRI, au GIGN. On se fait quand même un pacte vis-à-vis déjà de soi-même, être capable quand même de jamais renoncer. Clairement, ça veut dire être capable de laisser sa vie en route pour sauver celle d'un autre. Donc, c'est pas neutre. On n'y revient pas parce que c'est pas un poids non plus. Mais pour être en cohérence avec son engagement, il faut être capable d'aller quand même jusqu'au bout. La peur, elle est à quelle distance ? Alors la peur, c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Moi, si je dois peut-être faire une nouvelle activité, j'aurais certainement un peu peur. Alors j'aurais plus tendance à parler de stress, parce que la peur, c'est quelque chose qui paralyse, qui peut sidérer, et qui quelque part, très rapidement, va vous mettre hors service.
Non, nous, on parle de stress, du bon stress, c'est celui qui vous met dans l'action, c'est celui qui permet de rentrer dans sa bulle, de savoir quelle partition vous devez jouer, en cohérence avec les partenaires, que ce soit le médecin, que ce soit l'équipage hélicoptère. Donc moi, je parle de stress, justement, c'est ce qui peut-être fait la différence entre un professionnel et quelqu'un qui n'est pas coutumier d'une activité. C'est qu'on arrive à maîtriser ses émotions et très rapidement rentrer dans une bulle qui fait qu'on est concentré sur l'objectif et rien de plus. Mmh. Mais c'est de la gestion, vous avez appris à gérer vos émotions. Oui, obligatoirement. De toute façon, chaque mission nous apporte une expérience et avec le temps, on arrive à canaliser nos émotions. Je dis bien canaliser parce qu'elles sont toujours là. Hein. D'ailleurs, moi, je m'en suis un peu rendu compte quand j'ai arrêté ce métier. On redevient un peu soi-même. Mais tant qu'on est dans cette dynamique, nourri par l'adrénaline, on est un peu dans une bulle. Et seul le résultat compte quelque part. Donc, dès que le téléphone sonne, on est vraiment concentré sur ce qu'on a à faire et on arrive à évacuer tout ce qu'il y a autour. Mais aujourd'hui, quand je dis vous pratiquez plus, vous êtes, vous n'exercez plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ou pas du tout ? Alors le secours, j'ai arrêté il y a 6 ans, effectivement. Moi, j'ai la chance d'être guide de haute montagne, donc je continue à transmettre et à partager les émotions que l'on peut ressentir quand on fait de l'alpinisme. Mais c'est vrai que le secours en montagne, je le dis souvent, moi je suis... avant d'être guide, je suis secouriste parce que c'est ce qui est le plus émotionnellement, intellectuellement, humainement le plus fort. Il n'y a rien qui se rapproche d'aller sauver la vie d'une personne. On peut amener quelqu'un dans une grande face, lui faire un beau sommet, ça restera du plaisir, mais la dimension quand même, l'échelle de valeur est différente. En 30 ans, on vous a souvent dit merci ? Oui, les gens sont très reconnaissants, mais dans le milieu de l'urgence, des fois, on n'a pas le temps de se dire merci. Est-ce que les gens vous disent merci ? Est-ce que vous avez des souvenirs de personnes ? Oui, absolument. Ouais. On reçoit des cadeaux, on reçoit des lettres, notamment quand c'est des enfants, on reçoit des cartes postales. Donc les gens sont très reconnaissants. Et puis bon, on est dans une relation quand même qui est une relation d'urgence. Souvent, on ne voit pas les gens obligatoirement. Donc le remerciement, il est dans un regard, il est dans une poignée de main. Pas besoin de grands discours. Mais vous n'avez pas un souvenir d'un merci qui vous a plus marqué qu'un autre ? Non, moi j'ai surtout le souvenir de regards profonds où les gens étaient vraiment reconnaissants parce qu'ils savaient que sans nous, ils s'en seraient pas sortis, quoi. Alors, il s'appelle Pascal Sancho, c'est notre invité jusqu'à 10h. Vous êtes aujourd'hui guide de haute montagne, vous êtes conférencier. Vous transmettez votre expérience de 30 années de secouriste, aujourd'hui en conférence. Et des jeunes, justement, parce que vous parliez des émotions tout à l'heure, mais qui veulent savoir comment cohabite en intervention l'intelligence opérationnelle et cette fameuse intelligence émotionnelle. Vous Absolument. me direz tout à l'heure. Et alors, votre expérience de 30 ans de pratique, maintenant vous la racontez dans des livres. C'est le 3e aujourd'hui. Le dernier vient de sortir, il s'appelle Ascendance aux éditions Mareuil. Vous avez pris des notes pendant toutes ces années ou c'est votre mémoire qui ressort comme ça ? Disons qu'Ascendance, c'est particulier parce que c'est un florilège de secours sur lesquels je n'étais pas, à part 2 interventions où à travers le pilote, je relate une intervention où j'étais moi-même sur la banquette arrière. Mais donc, il a fallu que je récupère les éléments. Sinon, globalement, non, j'ai une mémoire assez sélective qui fait que j'ai le sentiment que quand on a vécu les choses, elles s'impriment. Et il suffit de se replonger un peu dans ses souvenirs pour, à la limite, être à nouveau sur le terrain. D'ailleurs, dans mon premier livre, Bravo Papa, qui est vraiment ma biographie, ça a été quand même assez difficile parce que je parle de moments tragiques où on crache 2 hélicoptères, etc. Et c'est vrai que les écrire, ça a été quand même une épreuve, à tel point qu'à la fin, je ne pouvais même pas relire le texte parce que c'était quand même trop difficile. Et là, Bravo Papa, c'était en référence à quoi ? Alors, Bravo Papa, c'est un titre un peu coquin. Moi, j'aime bien susciter les interrogations. C'est ce que j'aurais peut-être aussi attendu de mes enfants par rapport au regard qu'ils portent sur leur père. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Voilà. Parce que ça aurait été un peu présomptueux. Donc, c'est un indicatif d'hélicoptère, justement. D'une Alouette 3 de la gendarmerie. C'est la star, l'Alouette 3. Ça a été la star, oui. La grosse poule, comme on l'appelait, qui a sauvé des milliers de personnes. L'Alouette 3. Alors, il y a plein de sigles que je me suis éclaté. Alors, DZ, pour tous ceux qui nous écoutent, DZ, ça ne veut pas dire Algérie, dans votre livre. C'est Drop Zone. DZ. C'est l'endroit donc où l'hélicoptère se pose. on est sur la DZ, voilà, on est sur la... Absolument.
C'est une zone dédiée à l'atterrissage d'un hélicoptère. Alors comment c'est en 1958 finalement c'est la police nationale qui a récupéré cette prérogative et d'organiser les secours de montagne, et à la suite de quel événement? Oui, les évolutions sont souvent malheureusement dans l'histoire le fait de conjonction de facteurs et notamment de drames. Et à Chamonix, il y a un grand secours qui a été médiatisé à l'époque en 1957 qui s'appelle l'affaire Vincendon et Henry. Ces deux alpinistes qui tentent une hivernale en face sud du Mont Blanc. Ça se passe mal, ils restent bloqués dans la tempête, ils décéderont à la suite. Mais ce qui avait vraiment interpellé l'opinion, c'est qu'à portée de jumelles de Chamonix, on puisse laisser des gens mourir. Donc à l'époque, c'était des organisations volontaires, et là c'est un fiasco complet. On est en pleine période de vacances, les moniteurs ou les guides ne veulent pas laisser leur clientèle au profit d'un secours qui leur rapportera rien. On en est à ce genre de considération. Voilà, ça se passe très mal, il y a des suraccidents, il y a un hélico qui se crache, et là... C'est les débuts, 57 c'est vraiment les débuts d'intervention de l'hélico dans le secourisme de montagne. Disons qu'on peut dire ça, il y a eu des vols, mais en opération de secours, oui. D'ailleurs, ça sera marquant, puisque c'est un hélicoptère, une Alouette 2 qui pose une équipe de secours au refuge Valo. C'est Jean Boulet, d'ailleurs, un pilote bien connu de l'époque, qui a encore aujourd'hui des records. C'est une star, parce que c'était un visionnaire. Absolument. Une grosse pointure, comme on dit. Et donc, voilà, l'État décide d'organiser, de faire du secours en montagne une mission régalienne. Et à partir de là, la police, la gendarmerie, dans certains départements, les pompiers ont à charge, sous l'égide du préfet... Et CRS, donc... Absolument, de mettre en œuvre cette mission. Et alors, est-ce qu'il y a des non officiels qui gèrent le secours en France aussi? C'est-à-dire des privés? Ouais. Il y a quelques parenthèses, on va dire, mais c'est surtout sur les moyens aériens. Par exemple, dans les Alpes, en Savoie, vous avez le SAF, qui aussi vient en complément des hélicos du secours d'État, on va dire. Mais globalement, non, c'est une mission qui est gérée par les gendarmes, les CRS ou les pompiers. Mmh. Donc on peut dire que c'est une spécialité d'une certaine façon? Absolument, oui, c'est même des spécialités les plus dures, si ce n'est la plus dure de chaque institution. Oui. Mais vous avez été formé alors que vous connaissiez déjà la montagne. La montagne, ça s'apprend. Mais est-ce que quelqu'un qui ne connaîtrait pas aujourd'hui la montagne pourrait justement être un secours? Absolument. Ouais. Oui, on a une école à Chamonix et on prend les gens, même sans expérience préalable, et on les forme intégralement. Alors on a une philosophie qui est quand même assez expéditive. On garde à peu près 10% des gens qui se présentent, c'est peu. La difficulté, c'est le niveau technique, certes, mais pour des gens qui n'ont jamais connu la montagne, c'est aussi le rythme d'apprentissage. En 6 mois, on va leur demander d'avoir une expérience que devrait avoir une personne qui pratique l'alpinisme amateur entre 5 et 10 ans, quoi. C'est très intense, donc on se prive de gens aussi, pas obligatoirement sur leur niveau dans l'absolu, mais sur le rythme d'apprentissage pour des raisons de coût, pour des raisons d'organisation. Non, c'est une spécialité assez redoutable en termes de sélection, mais elle s'impose aussi à nous, parce qu'on sait qu'on a un métier qui est très dangereux, on ne peut pas descendre en dessous de certains prérequis, et ne pas être aussi exigeant sur le niveau technique, physique, psychologique, ça serait mettre encore plus en danger tous les personnels. C'est un métier donc qui est mixte, ou finalement c'est un métier qui reste majoritairement masculin? Majoritairement masculin, mais c'est pas obligatoirement un choix. Il faut se dire que chez nous, la plupart des gens sont guides de haute montagne, donc c'est quand même la crème de la crème au niveau de la pratique de l'alpinisme. Et donc pour une femme, déjà, avoir l'idée qu'elle peut y arriver, c'est quand même une certaine évolution. Aujourd'hui, on a 3 femmes dans nos formations. Mais je pense que c'est plus culturel. Quand vous dites 3 femmes dans vos formations, c'est-à-dire? On a 3 femmes secouristes en montagne, qui sont guides de haute montagne et qui font le même métier que nous. Il y en a 3? Oui. En France? Oui, au niveau français. Ouais. Enfin, dans notre spécialité. Où ça se féminise pas des masses. C'est la difficulté du métier. C'est pas une question de volonté ou de machisme, loin de là. Parce que il y a des domaines, par exemple, où il y a plus de femmes que d'hommes. Je prends par exemple le métier de médecin urgentiste en montagne. On a plus de femmes que d'hommes. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est quand même difficile, quoi.
Les tests de sélection sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, puisque le métier est le même. Hein. Quand on part dans l'hélicoptère, si on est avec une femme, on va pas faire le distinguo. Nous, c'est pas un regard genré. On est avec un collègue. Non, ma question, c'était de savoir si finalement, on sentait que la tendance s'inversait et qu'aujourd'hui, c'était un métier, vers lesquels les femmes se dirigeaient, en fait, et qu'il y avait c'est un métier vers lequel les femmes peuvent se diriger, mais avec toujours ce prérequis de la difficulté d'accès, qui reste quand même difficile, quoi. Je vous disais, il y a 10% de gens qui réussissent, donc dans ce pourcentage, la réussite des femmes est proportionnelle au nombre de femmes qui s'y présentent. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore cet a priori de est-ce que je suis capable, alors qu'elles sont tout à fait capables. Dans votre livre, vous vous intéressez aux équipages des hélicoptères. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça? C'est particulier quand même. Ascendance, c'est quand même un hommage que je leur fais, c'est plus que m'y intéresser. Ouais. Si vous voulez, l'utilisation de l'hélicoptère dans le secours en montagne, c'est la marque d'un secours en montagne contemporain et efficace. Il n'y a pas que les pilotes, en fait. On imagine que dans un hélicoptère, il n'y a qu'un pilote. Mais non, il y a un pilote, un mécanicien, ça c'est l'équipage de base. Le pilote conduit la machine et le mécanicien, c'est lui qui va s'occuper du treuillage et de toute la sécurité autour de l'hélicoptère. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que au début des années 50, le secours en montagne se comptait en jours. Quand on partait chercher une personne, on partait la chercher, c'était 1 jour, 2 jours. On la ramenait dans l'état où on l'a ramené, la philosophie était de l'extraire au mieux du massif. Aujourd'hui, on a des interventions héliportées qui durent en moyenne, en France, 45 minutes, du temps où on reçoit l'alerte jusqu'au moment où on amène la personne à l'hôpital, et ça, c'est grâce aux hélicoptères. Donc l'hélicoptère, clairement, il va dessiner la réussite d'une intervention, il va souvent poser la frontière entre la vie et la mort de la victime. C'est grâce à eux, en grande majorité, qu'on peut se projeter, quelle que soit la technicité, la raideur de la pente ou de la paroi, en quelques minutes, dans les endroits les plus inaccessibles du massif. Donc c'est un outil indispensable, dès l'instant qu'il s'agit d'aller dans des zones hostiles et reculer, quoi. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des pays étrangers, en Équateur. Le même secours, on mettait 2 jours, alors qu'on met un peu moins d'1 heure en France, quoi. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est une chance inouïe et c'est pour ça que je parle souvent d'excellence, parce que là on porte au pinacle le savoir-faire et le savoir-être à la française quelque part. C'est une expertise, vraiment. Ah oui, là un équipage quand il décolle, donc vous avez un hélicoptère de très haut niveau, vous avez 2 secouristes de haut niveau et vous avez un médecin urgentiste qui amène avec lui quasiment un hôpital de campagne. Donc on va être capable de donner à une victime potentielle des chances qui même parfois ne sont pas présentes sur un accident routier. Vous vous intéressez aux pionniers, à ceux qui ont fait que finalement l'hélicoptère arrive et soit l'élément central du secours en montagne. Comment est-ce que le milieu de la montagne a réagi quand on a parlé des premiers hélicoptères pour les secours? Est-ce qu'il a bien accueilli cette innovation technologique? Comme toute évolution, il y a des gens qui sont plus pertinents, il y a des gens qui sont plus en avance sur leur temps que d'autres. C'est vrai que dans le secours dont on parlait de Vincent Dan et Henry, l'utilisation de l'hélicoptère a fait polémique. Mais bon, ça explique que ça ait pris du temps. Oui, ça n'a pas quand même duré des décennies, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que c'était un moyen de transport et d'accès exceptionnel. Certes fragile, parce que voilà, c'est quand même exposé de piloter un hélicoptère en montagne. Mais bon, les gens ont très rapidement vu le gain de temps et d'efficacité. Par exemple, avant, on était obligé de ramener à minima les personnes à dos d'homme. Vous imaginez dans quel état on les ramenait dans les vallées. Aujourd'hui, on n'a même plus à les déplacer. C'est d'ailleurs un protocole médical. On ne déplace plus la personne. C'est le médecin qui vient auprès d'elle. Alors, vous racontez d'ailleurs comment est né le premier hélitreuillage, comment ça a été inventé. Absolument. Qui a eu cette idée d'hélitreuiller les Alors ça vient de la base, la première base sécurité civile de Chamonix, qui était dirigée par le commandant Limpert à l'époque. Et il s'était rendu compte que l'hélitreuillage existait dans d'autres domaines, en mer, existait en plaine, mais n'avait jamais été employé en montagne. Donc ils ont commencé à s'entraîner sur des grandes échelles, avec des personnels qui jouaient le rôle de cobayes. Et en 1967, effectivement, au Grépon,
pour la première fois, ils ont déroulé 20 mètres de câble et évacué une victime directement par hélitreuillage. Et là, ça a vraiment révolutionné le secours en montagne parce que, d'une part, on savait que l'hélicoptère pouvait intervenir très rapidement, mais on savait aussi qu'il pouvait intervenir dans les zones les plus inaccessibles. Et donc, pour la victime, c'était une chance supplémentaire inouïe. Bon, Pascal Sanchot, vous êtes notre invité ce matin jusqu'à 10h. Montrez votre livre. C'est bien parce qu'en plus, c'est la première fois que vous le voyez aujourd'hui. Alors, moi aussi. Oui, je le découvre. Puisque, comme vous, j'ai lu un PDF. Vous voyez, Ascendance. un exemplaire avant tirage. Ça vous fait quoi de voir le livre? Je suis très content. Je suis surtout très content de rendre hommage à tous ces pilotes, ces mécanos qui font un métier exceptionnel et sont pas obligatoirement dans la lumière. Dans notre lumière à nous, évidemment, mais c'est bien qu'on parle aussi d'eux parce que je crois qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir des gens de cette qualité, quoi. On a vu cet été avec les incendies, l'emploi d'un moyen aérien aujourd'hui vraiment est partie prenante de l'efficacité, quoi. Voilà, on va rendre hommage à Herman. Alors je sais pas si on dit Geiger, ce qu'on lui doit. Ouais, on dirait Herman. Voilà, Herman, le pionnier. Un des pionniers, oui. Ouais. Il y a eu Durafour avant. Il y a eu Boulet juste après, oui. C'est ces hommes qui, dans la grande lignée de l'histoire de l'aéronautique, ont été audacieux, on va dire. Parce que le courage, c'est bien, mais l'audace, c'est quand même la forme intelligente du courage pour moi. Et c'est des gens qui ont fait évoluer le vol en montagne. Enfin, vous racontez qu'au début, c'était un avion avec des skis en dessous. Hein. Absolument, oui, ça a commencé par des avions. Et un gars qui avait compris qu'en fait, il fallait se poser dans le sens inverse de la pente. Il fallait remonter la pente, arriver en haut, il fallait faire demi-tour et se jeter dans le vide pour décoller. Et ils n'étaient pas sûrs de l'atterrissage, hein, les gars. Ah non, c'est pour ça qu'ils étaient audacieux, parce que c'est eux qui ont écrit vraiment les premiers, quelque part, protocoles du vol en montagne. Vous, en 30 ans, vous avez vu la technologie changer. Bon, vous parlez beaucoup de l'écureuil, que vous avez bien connu, mais aujourd'hui, il y a la nouvelle génération des hélicos. Oui, alors l'écureuil, on a peu travaillé avec. J'ai beaucoup travaillé avec l'Alouette 3. L'Alouette, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? L'Alouette 3, oui, l'Alouette 3, premier treuillage, c'est 20 mètres de câble. C'est une puissance quand même limitée, donc là c'est vrai que les pilotes jouaient en permanence avec les ascendances. Aujourd'hui c'est le C145, biturbine, la dernière génération qui vient d'arriver, qui est présente dans quelques bases de la sécurité civile, c'est le D135, qui est l'amélioration de l'hélicoptère précédent. Donc là on est sur du biturbine, on a un treuil qui fait 90 mètres de câble. Oui, ça n'a plus rien à voir, des capacités d'emport énormes. Je crois que dans l'absolu, on peut monter à 8 dans un hélicoptère, ce qui n'est jamais le cas en montagne, parce que les pilotes veillent toujours à maîtriser le poids, qui reste une contrainte. Mais bon, ça a beaucoup évolué. Moi, sur une Alouette 3, comme tous mes camarades, je travaillais seul avec un médecin. Maintenant, c'est 2 sauveteurs avec le médecin. En termes de sécurité, pour nous, c'est très important. Donc oui, les choses évoluent à grands pas, parfois dans la douleur, parfois dans les larmes, mais bon, c'est quand même lié à l'histoire de l'aéronautique et donc c'est quand même une bonne chose. Je vais être impolitiquement correct. Finalement, ça coûte combien un sauvetage? Je ne sais pas vraiment exactement combien ça coûte. Je crois qu'il y a eu un audit de la Cour des comptes. Bon, c'est quelques milliers d'euros, mais déjà, c'est le prix du service public, c'est le prix du vivre ensemble, c'est le prix du droit à l'erreur quelque part. Parce que la question qu'on pourrait vous dire, finalement... Est-ce que ça vaut le coup de mobiliser tous ces moyens pour aller sauver 1 ou 2 personnes qui l'ont bien cherché? Oui, mais la montagne, c'est un symbole, mais il faut l'élargir à l'accès aux soins et aux secours en général. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Le service public, on le voit bien, dans plein de domaines, il est en souffrance. C'est pour ça que je vous pose la question, hein. C'est parce que le service public, Absolument. en règle générale, est un manque d'argent. C'est vrai que ça demande énormément de moyens, mais aussi c'est quand même quelque part une société qui est la société française, qui a une certaine sensibilité, une certaine approche, et qui peut donner quand même le droit à l'erreur aux gens, sans être obligé de leur demander de brandir une carte bleue, comme c'est le cas dans certains pays. Moi, je pense qu'on peut être fier de ce genre d'état d'esprit, et moi, je suis vraiment attaché au service public. C'est pas menacé en fait, on vous a jamais dit non, attention, c'est pas du tout menacé. Et puis, faites attention, ça coûte cher, blablabla. Non, ça coûte cher quand on regarde les budgets globaux, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a aussi les moyens pour des gens qui abuseraient, parce que je sais qu'en filigrane derrière tout ça, c'est oui, mais c'est des gens qui prennent des risques, etc.
Ce qui est faux d'ailleurs. Moi, sur un millier de secours, si je devais en sortir 5 de personnes qui ont vraiment abusé, ça serait le maximum. Mais bon, je crois que c'est surtout la défense du service public, c'est une forme de vivre ensemble et de solidarité. Je pense que c'est quand même un mot qu'on peut retenir aujourd'hui. Il nous manque parfois. Qu'est-ce que la montagne vous a appris sur vous-même ? Mais qu'on n'était pas grand-chose, elle m'a appris l'infiniment petit, dans un milieu qui est infiniment grand, et donc l'humilité. C'est ce que j'explique souvent dans l'introduction de mes conférences. Je prends souvent mon premier secours, où je pensais être assez efficace dans ce que je faisais, d'avoir un niveau technique et physique important, puis je me suis rendu compte qu'on n'était pas grand-chose, quoi. Donc l'humilité... Mais ça, vous ne le saviez pas avant ? Non, parce qu'il faut être... Voilà, quand on a 23 ans, on est surentraîné, on pense gravir les montagnes, c'est le cas de le dire, mais moi, à 23 ans, j'avais pas la clairvoyance de l'importance, la prégnance du groupe et du collectif. Beaucoup moins que j'aurais dû le voir, mais bon... Parce qu'un collectif, encore une fois, un collectif qui ne fonctionne pas, ça fait capoter une intervention de secours. Hein, ah oui, non, mais c'est clair. Nous, c'est pour ça qu'on parle... S'il n'y a pas de synergie et que tout le monde ne parle pas le même langage... Ça fait partie vraiment de l'intelligence opérationnelle, quoi. Là, les uns sans les autres, en secours en montagne, mais je pense que c'est globalement une vérité pour toutes les missions liées à l'urgence, c'est vraiment la force du groupe, quoi. Il faut l'avoir vécu, hein, quand on est ensemble, on se sent vraiment... invincible. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai formé des groupes comme le RAID, la BRI. On a échangé, on a beaucoup de valeurs communes. C'est vrai qu'on se sent invulnérable quand on est ensemble, alors que seul, c'est pas du tout la même approche. Et cette invulnérabilité, quelque part, elle fait avancer un petit peu l'équipe pour atteindre des objectifs, puisque nous, l'objectif, il est là. Hein, il y a un mot qu'on n'aime pas dans nos métiers, c'est le renoncement, quoi. Donc à partir de là, il faut C'est-à-dire le renoncement. On a une alerte de secours, il faut que d'une manière ou d'une autre, on trouve la solution pour aller chercher cette personne qui nous attend. Donc on va peut-être décaler un peu dans le temps parce que la météo nous empêche d'y accéder, ou on va changer de méthode, on va prendre un plan B, on va y aller à pied. Mais le renoncement dans nos métiers ne fait pas partie de notre vocabulaire. Est-ce que vous avez une règle pour composer un collectif qui fonctionne ? Est-ce que vous Alors avez ça a été... une forme de... Moi, j'ai managé un peu, là. Une forme de profilage, hein, voyez. Moi, je pense que c'est d'abord l'écoute, beaucoup. C'est l'authenticité. C'est la franchise dans les rapports. Et ensuite, c'est la prise de décision avec toujours en filigrane l'intérêt commun. Je pense que si on est capable d'avancer dans cet état d'esprit avec honnêteté, avec aussi l'acceptation de l'erreur, puisqu'on peut se tromper, hein, c'est humain. Mais si on le fait toujours dans l'idée de faire grandir le groupe, l'équipe, je pense qu'on n'est pas loin des bons ingrédients, quoi. Après, la gestion d'un groupe, c'est une alchimie complexe. Hein. C'est certainement, moi, ce que j'ai connu de plus difficile dans mes 30 années, hein, c'est diriger le groupe. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Ma question, c'était de savoir diriger un groupe efficace en situation de sauvetage, vous voyez. Ouais. Alors après, en termes de secours, on va former une équipe type, on va dire. Ça peut être le binôme, ça peut être une dimension un peu plus grande. Chacun a son rôle. Alors nous, en secours en montagne, la grosse qualité qu'il faut qu'on arrive à avoir rapidement, c'est une faculté d'adaptation immédiate. Parce qu'on va partir sur un secours, on va avoir une idée. Et puis on arrive sur zone, on va faire un premier survol avec l'hélicoptère, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on nous avait expliqué, ce qui est souvent le cas dans les alertes, qui sont imprécises. Et là, il faut qu'on trouve en quelques secondes un plan B. Donc ça, c'est une qualité vraiment primordiale. Et ensuite, ça va être capable de travailler le geste au quotidien, de s'entraîner pour évacuer tout ce qui peut être prévisible et faire en sorte que sur le terrain, on n'ait plus qu'à réagir sur des choses imprévisibles, ce qui est déjà une grosse tâche. Par exemple, on va prendre quelque chose de très imprévisible en montagne, c'est le vent. Oui, le vent, alors ça sera d'ailleurs la plus grosse difficulté pour le pilote, pas obligatoirement pour nous, parce que nous, on est assis et quand on est dans un hélicoptère, c'est le pilote qui est le patron. Hein. Le vent, ça va être une des grosses difficultés pour approcher une machine à la verticale d'une victime. Mais par exemple, pour nous, ça va être les chutes de pierre. On avait prévu d'être treuillé directement sur une victime. Les chutes de pierre sont trop importantes, et bien on va se faire poser au-dessus.
on va descendre en rappel, on va y accéder différemment. Donc, je pense que c'est vraiment ce qu'on apprend avec l'expérience dans le secours montagne, c'est pas avoir obligatoirement d'idées préconçues et de remettre à chaque fois un reset sur tout ce qu'on avait prévu parce que la météo change, parce que le pilote nous dit qu'au lieu d'avoir un quart d'heure, on a 5 minutes et qu'il faut faire des choix. Qu'on n'a plus assez de kérosène. Absolument, ou qu'il ne va pas pouvoir nous récupérer parce que les nuages arrivent et qu'il faut faire le choix. Soit on sort la victime dans l'état où elle est, soit on accepte peut-être d'y passer la nuit. Donc c'est des challenges permanents et c'est aussi très excitant parce qu'il y a une prise de décision qui doit être permanente, voilà, avec le moins d'erreurs possible. Donc voilà, ça dresse des profils d'individus qui savent s'adapter, quelles que soient les conditions, quel que soit le matériel. Parfois on attend du matériel, il n'arrive pas, on fait avec ce qu'on a. Alors, comment votre intelligence opérationnelle cohabite-t-elle avec votre intelligence émotionnelle? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? J'imagine que c'est quelque chose que vous devez transmettre aujourd'hui en conférence. Alors, pour moi, l'intelligence opérationnelle, c'est un postulat de départ. Ça, c'est ce qu'on va acquérir techniquement, physiquement. L'intelligence émotionnelle, ça va être d'abord la maîtrise de ses émotions personnelles et cette capacité aussi à travailler ensemble, parce que c'est pas obligatoirement évident. Donc l'émotion, on va l'acquérir, on va acquérir sa maîtrise avec l'expérience, en prenant sur soi, en créant une carapace, parce qu'on est quand même agressé par des choses qui sont pas faciles à vivre, qui sont même difficiles souvent. Moi, je m'en suis rendu compte en sortant de ce métier, en redevenant quelque part un peu sensible, on se protège, mais bon, les fêlures existent quand même. Et puis cette capacité émotionnelle à avoir la franchise au niveau de l'équipe, à connaître les limites de chacun. Les limites du pilote ne sont pas obligatoirement adaptées à nos attentes, on va quand même s'adapter, nous, à ces limites. Et c'est aussi cette forme de respect, d'écoute, et toujours trouver dans un temps restreint une solution commune. C'est un peu magique. Parfois c'est difficile, mais on essaye d'y arriver dans la plupart des cas. Et là, émotionnellement, vous êtes comment à cet instant précis? Je suis assez détendu parce que voilà, c'est un moment agréable, on va dire. Mais pourquoi vous décroisez pas vos doigts? Je peux décroiser mes mains, il n'y a pas de souci. Je suis stressé depuis tout à l'heure parce que je me dis, à un moment donné, il va décroiser ses bras et je me dis, posture. Non, mais je sais, je vous taquine, mais je voulais savoir chez vous parce que le fait d'avoir les bras croisés, c'est pas forcément un signe de fermeture comme on le sait. Mais je voulais savoir à quoi ça correspondait chez vous. C'est pour ça. Non, moi je reste assez naturel, on va dire. Mais c'est vrai que le stress, on l'a connu à des intensités parfois élevées, qui dépassaient d'ailleurs souvent nos capacités. Voilà, il faut être capable de transformer tout ça en énergie positive et de rester actif. Alors, votre livre, vous le remontrez à la caméra, Ascendance. De toute façon, c'est bien. je me suis dit que si je lui fais montrer son livre, il va décroiser les bras. Maintenant, après, c'est que ça reste après. Aux éditions Mareuil. Bon, j'ai beaucoup aimé votre livre, parce que c'est vrai que, alors franchement, pour le coup, c'est un sujet neuf. Oui. Vous vouliez un sujet neuf, on a l'histoire de ces pionniers de l'aviation qui ont rendu possible aujourd'hui tous les exploits que vous voyez des soirs, mais on se rend même plus compte à quel point ce sont des exploits, mais ce sont vraiment des exploits vraiment techniques. On se rend pas compte que se poser sur le toit du monde, comme on dit, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, travailler par exemple de la même manière de jour comme de nuit, il y a 30 ans, ça aurait paru impossible. Aujourd'hui, ils ont des moyens techniques qui leur permettent de treuiller en pleine face un sauveteur parce qu'ils ont une vision nocturne qui leur permet de le faire. Et c'est quand même assez impressionnant, même pour nous. C'est la base, cette vision nocturne, de toute façon, pour un hélicoptère. Nous, derrière, on n'a que notre petite frontale, on est lâché dans une obscurité quasiment totale. Le pilote arrive à voir ses repères de nuit quasiment avec la même possibilité et la même tranquillité, d'ailleurs, quand on les voit piloter qu'en pleine journée. C'est assez impressionnant quand même. J'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, voyez. Franchement, moi aussi. Vous revenez quand vous voulez, Pascal Sanchot. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo de Pascal Sanchot, les bras croisés. Je les ai décroisés. C'est vrai. Pour vous faire sur plaisir. La fin, en tout cas, merci de l'invitation. Vous faites des conférences aujourd'hui. On peut vous inviter à faire des conférences. Mais oui, je me suis rendu compte que c'était là aussi une manière d'aider les gens et transmettre, la transmission. Et de transmettre des choses qui pour nous paraissaient évidentes, mais qui apparemment
sont pas évidentes pour chacun. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.